Vous avez l'impression d'avoir passé votre vie à chercher le regard de quelqu'un qui, en réalité, ne vous a jamais vraiment vu. Cette blessure est plus fréquente qu'on ne le pense, mais rarement reconnue, car le père, contrairement à la mère, échoue souvent en silence. Il était là, mais son regard n'est jamais vraiment arrivé. Et grandir sans ce regard, c'est grandir en essayant de prouver sa valeur en permanence, par des réussites, par la force, par le silence. On apprend à endurer, mais, au fond de soi, on attend encore d'être reconnu. Carl Jung fut l'un des premiers à montrer que l'absence du père dépasse le cadre de l'histoire personnelle. Elle atteint un niveau plus profond. Le père représente dans la psyché l'axe de l'autorité, l'élan vers le monde, la validation. Quand cette figure échoue, par absence, abandon, froideur ou exigence excessive, quelque chose se brise en l'enfant. Ce n'est pas seulement l'amour qui manque, c'est le sentiment de valeur personnelle. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment reconnaître cette blessure émotionnelle et comment commencer à s'en libérer concrètement. Et à la fin de la vidéo, je vous proposerai un défi puissant, simple, mais capable de commencer à vous libérer de cette absence qui continue de vous diriger. Dès les premières années, la psyché de l'enfant construit des images internes pour organiser le monde. Jung a appelé ces images des archétypes, des formes primordiales qui orientent notre expérience émotionnelle avant même que nous ayons les mots. Parmi ces archétypes, l'un des plus structurants est celui du père. Le père, sur le plan symbolique, est plus qu'un homme. Il incarne la fonction psychique qui nous permet de sortir de la fusion avec le monde maternel et de commencer à nous individualiser, c'est-à-dire devenir vraiment nous-mêmes. C'est l'énergie qui sépare, qui coupe le cordon invisible de la dépendance émotionnelle, qui place le fils ou la fille face à la vie avec courage et direction, contrairement à la mère, perçue comme source d'amour, de nutrition et d'affection. Le père est un symbole de force, de direction, de protection. La mère soigne le cœur, le père prépare à affronter le monde. Est-ce pour cela que la blessure paternelle est encore plus silencieuse et en même temps dévastatrice. Car si la douleur liée à la mère se manifeste par le manque affectif, celle liée au père apparaît dans une structure fissurée, dans l'absence de cap, dans le manque de validation qui ronge intérieurement, sans que personne ne s'en rende compte. Si vous souhaitez mieux comprendre comment la blessure maternelle influence aussi votre vie, il existe déjà une vidéo complète sur ce sujet ici, sur la chaîne. Peut être l'une des vidéos les plus transformatrices que nous ayons publiées. Nous recevons chaque jour des messages de personnes nous disant combien elles se sont senties réellement comprises. Si cela vous parle, le lien est dans la description. Cela vaut la peine d'y jeter un œil. Mais revenons au père. Lorsque cet archétype s'incarne de manière saine dans la figure du père réel, il offre à l'enfant une base d'autorité solide mais rassurante. C'est un père qui guide sans écraser, qui corrige sans humilier, qui défie sans abandonner. Il trace des chemins, fixe des limites, transmet des valeurs et surtout, il reconnaît, il regarde l'enfant dans les yeux et dit, même sans mots, tu en es capable, tu as une place dans ce monde. Mais lorsque cet archétype échoue, parce que le père a été néglige, violent, émotionnellement absent ou même trop idéalisé, c'est une faille qui s'installe dans la psyché. L'enfant ne reçoit pas l'élan nécessaire pour s'élancer dans le monde avec confiance. À la place, il grandit dans l'insécurité, divisé, souvent prisonnier d'une attente éternelle, celle d'une reconnaissance qui n'est jamais venue. Cette absence ne se comble ni par des cadeaux, ni par la présence physique, ni par une autorité aveugle. Elle est émotionnelle, et quand cela fait défaut,
l'archétype du père se déforme dans la psyché. Il devient une figure inaccessible, et ce qui devrait structurer paralyse. Jung disait que tout être humain doit, à un moment donné, rompre avec la figure du père, c'est-à-dire dépasser son influence intérieure pour devenir entier. Mais lorsque ce père n'a même pas été véritablement vécu, ce qui se brise, c'est la capacité même de faire confiance. Et ce que l'on cherche, au fond, ce n'est pas la liberté, c'est l'appartenance. Une appartenance qui, n'ayant jamais été donnée, devient une quête dans chaque choix. Cette quête d'appartenance, commencée dans l'enfance, ne disparaît pas avec le temps. Elle change de forme, change de décor, mais elle reste vivante, agissant en coulisses dans la vie adulte, comme un moteur invisible. Beaucoup ne s'en rendent pas compte, mais la fatigue profonde qu'ils ressentent, le besoin constant de faire ses preuves, la difficulté à se détendre, trouvent leur origine émotionnelle dans l'absence d'un père qui n'a jamais su affirmer leurs valeurs. L'enfant qui n'a pas été vu devient l'adulte qui essaie d'être parfait, qui cherche la reconnaissance dans les titres, les performances, la productivité, qui fait de son travail un champ de bataille pour prouver qu'il mérite d'être là. Mais peu importe ce qu'il accomplit, il ressent toujours qu'il manque quelque chose, comme s'il existait une dette émotionnelle jamais réglée. Jung nous montre que l'absence paternelle ne disparaît pas avec le temps. Elle s'installe dans la structure de l'ego et agit comme un filtre qui déforme la perception de soi et du monde. L'adulte façonné par cette absence vit souvent sous une tension constante, comme si l'amour devait toujours être mérité, comme si une simple erreur risquait de le remettre face au regard réprobateur du père qui ne l'a jamais reconnu. C'est le mécanisme de l'auto-sabotage, non comme un défaut de personnalité, mais comme le reflet d'une blessure. Inconsciemment, une part de soi croit ne pas mériter, ressent de la culpabilité en recevant, ne supporte pas de rester dans le succès, l'amour, la visibilité, car ces lieux réveillent le même malaise qu'autrefois face au regard du père. Exigeant, impatient, critique, ou pire encore, absent. Beaucoup portent ce malaise comme s'il faisait partie de leur nature. Ils disent des choses comme « je suis juste anxieux, je n'aime pas me montrer, je n'arrive pas à faire confiance aux gens ». Mais ces phrases sont en réalité des mémoires émotionnelles, déguisées en traits de personnalité. Ce sont des défenses créées pour faire face à une douleur qui résonne encore, celle d'avoir grandi sans miroir, en voyant une image claire de soi. Sans le père comme validation externe, l'enfant tente de construire une validation interne tout seul, mais sans modèle, sans direction. Ce processus reste presque toujours inachevé. Le résultat est un adulte qui fonctionne bien en apparence, mais qui est intérieurement épuisé, qui porte la vie sur ses épaules, mais craint de s'effondrer à tout moment. Cette insécurité n'est pas une faiblesse, c'est un instinct de survie. C'est une intelligence émotionnelle qui a appris très tôt que l'affection était instable et que la valeur devait être prouvée. Mais cette stratégie qui autrefois protégeait, aujourd'hui enferme. Et en prendre conscience est la première étape pour briser le cycle. Toutes les blessures ne saignent pas de la même façon. Certaines font mal en silence, d'autres crient à chaque souvenir, mais toutes laissent des traces. Et quand on parle de la blessure paternelle, il est important de comprendre qu'elle peut se manifester selon deux extrêmes, aussi profonds l'un que l'autre. Il y a la blessure active, celle que l'on reconnaît facilement. Le père ouvertement agressif, violent, ou qui imposait la peur au lieu de la sécurité. Les critiques dures, les humiliations, l'absence totale d'affection, les comparaisons constantes, ce sont des expériences que beaucoup qualifient de traumatismes évidents. Elles marquent la mémoire avec des scènes précises,
des mots qui résonnent encore, des silences tranchants. L'enfant grandit en sachant que quelque chose n'allait pas, même si personne ne l'a jamais dit. Mais il existe une autre blessure, tout aussi douloureuse, qui est la blessure subtile. Elle se manifeste lorsque le père était physiquement présent, remplissait ses fonctions sociales, mais ne s'impliquait jamais émotionnellement. C'est le père qui pourvoyait, mais n'écoutait pas, qui imposait des règles, mais n'offrait pas d'affection, qui était là, mais dont le cœur était toujours ailleurs. Et c'est dans ce type de relation que beaucoup apprennent à ne pas attendre, à ne pas demander, à se taire, à s'adapter au peu, en croyant que c'est déjà beaucoup. Cette subtilité est dangereuse parce qu'elle trouble. L'enfant ne comprend pas pourquoi il se sent si éloigné de quelqu'un qui, en théorie, n'a jamais rien fait de mal. Et, faute de cicatrices visibles, il commence à douter de sa propre douleur. Il grandit en pensant que ressentir le manque de quelque chose d'invisible, c'est faire preuve d'ingratitude, que le manque est une faiblesse. Et ainsi, il façonne un ego qui ne reconnaît pas sa propre blessure, il la dissimule simplement. Les deux formes, actives et subtiles, produisent le même résultat. Un moi fissuré de l'intérieur, un sentiment d'identité construit autour de l'absence, de l'attente déçue, du besoin de se modeler pour être accepté. Jung nous rappelle que l'enfant, face au père blessant ou absent, ne le blâme pas. Il se blâme lui-même. Il conclut en silence. S'il ne m'a pas vu, peut être que je ne vaux pas la peine d'être vu. Et c'est ce genre de pensée qui devient plus tard une insécurité chronique, une peur de s'imposer, une honte d'exister pleinement. Car la blessure paternelle ne dit pas seulement « il m'a manqué de l'amour », elle dit « il m'a manqué la reconnaissance, et j'ai appris à vivre sans ». Mais vivre sans être reconnu épuise, et la psyché un jour demande qu'on cesse de faire semblant que ça ne fait pas mal. Quand la douleur ne peut être nommée, la psyché trouve un moyen de survivre. Et l'un des chemins les plus fréquents est celui du déni du besoin. L'enfant qui comprend que demander de l'amour ne sert à rien, que montrer sa fragilité ne touche personne, que chercher l'attention ne provoque que frustration, commence, en silence, à abandonner. Pas les autres, mais lui-même. Il apprend très tôt à ne pas attendre, à ne pas montrer, à ne pas avoir besoin. Il crée une forme d'indépendance qui, vue de l'extérieur, ressemble à de la force, mais qui, à l'intérieur, est un abandon pratiqué contre soi-même. Cet enfant devient l'adulte qui ne demande jamais d'aide, qui gère tout seul, qui ne se permet pas de faillir, qui a appris à endurer, mais a oublié comment recevoir. L'autonomie devient une armure, la productivité, une cachette, la rigidité, une protection contre la douleur d'avoir été ignoré. Jung disait que l'ego se structure à partir de l'adaptation, et quand l'environnement impose le déni, l'ego apprend à survivre en sacrifiant des parties essentielles. L'émotion se retire, le corps se durcit, la spontanéité disparaît, tout cela pour préserver le bon fonctionnement. Mais à quel prix? Beaucoup d'adultes, qui se définissent comme forts, pratiques, rationnels, portent en eux un enfant qui a appris que ressentir était dangereux, que montrer sa douleur, c'était perdre de la valeur, que réclamer de l'affection était un risque trop grand, et ainsi ils construisent des personas impeccables, des versions d'eux-mêmes qui fonctionnent dans le monde, mais ne se retrouvent pas à l'intérieur. Cette déconnexion a un prix élevé, car plus on nie ce que l'on ressent, plus on s'éloigne de soi, et plus on est loin de soi, plus il devient difficile de se reconnaître. C'est pourquoi parfois, même dans le succès, il y a un vide. Même entouré de gens, on se sent seul, même en mouvement,
On ressent une fatigue qui ne s'en va pas. Cette perte de contact avec son propre centre ne se fait pas d'un coup. Elle est progressive. Elle commence quand le besoin est ignoré. Elle grandit quand le silence devient la norme et elle s'installe quand on croit que ne pas ressentir est une preuve de force, alors que ce n'est qu'une autre manière de ne pas être vu. Cette déconnexion, avec le temps, devient une stratégie de vie et ce qui n'était qu'un mécanisme de défense infantile prend la forme d'une personnalité. La personne en vient à croire qu'elle est naturellement fermée, naturellement contrôlante, naturellement détachée. Mais derrière cette armure, il y a toujours l'enfant qui a appris à ne pas avoir besoin et qui pour cela continue à ne pas recevoir. Il est courant que cette adaptation se manifeste par des comportements valorisés par la société. Productivité extrême, concentration sur le travail, autosuffisance inébranlable, ce sont des compliments qui renforcent le personnage. Et chaque fois que quelqu'un dit « Comment fais-tu pour tout gérer ?», une partie de cette douleur s'éloigne, mais seulement pour un moment. Jung disait que ce qui n'est pas intégré devient destin, et souvent, le destin de ses défenses, c'est la solitude, la personne qui contrôle tout, qui ne se permet pas l'erreur, qui évite les liens profonds, ne le fait pas par froideur, mais par peur, peur de s'ouvrir et de revivre le rejet d'autrefois, peur d'aimer et de ne pas être aimé en retour, peur de se montrer et d'être ignoré une fois de plus. L'éloignement émotionnel, l'excès de rationalisation, la quête de contrôle absolu, tout cela sont des tentatives pour éviter la douleur originelle. Mais en évitant la douleur, on évite aussi l'intimité, l'échange authentique, l'amour qui exige la vulnérabilité. Et peu à peu, ce qui était une protection devient une prison. La vie devient un champ de mine où chaque émotion est un danger, où trop ressentir est une faiblesse, où dépendre est dangereux. Je n'ai besoin de personne. Et souvent la phrase la plus mensongère et la plus sincère que l'on puisse porter. Mensongère, car personne n'est fait pour vivre isolé. Sincère, car c'est exactement ce que cette personne a appris, que le besoin était excessif, que dépendre, c'était se blesser. Et plus cette croyance s'enracine, plus il est difficile de briser le cycle, parce que la douleur se cache dans des comportements apparemment normaux, voire admirables. Mais derrière le succès, la performance, l'efficacité, il y a encore quelqu'un qui n'a jamais été accueilli, quelqu'un qui a appris à tout gérer, mais qui, secrètement, voulait juste pouvoir s'effondrer et être soutenu, sans devoir le mériter d'abord. Quand cet enfant non soutenu grandit, il emporte ses défenses partout avec lui, y compris dans ses relations amoureuses. Ce qui semble être un choix ou une affinité est souvent une répétition inconsciente d'un schéma émotionnel jamais résolu. La blessure paternelle n'affecte pas seulement la manière dont vous vous voyez. Elle influence directement la façon dont vous vous reliez aux autres. Il est fréquent que les personnes marquées par cette absence s'engagent avec des partenaires qui recréent, d'une certaine manière, la sensation de ne pas être vues. Elles tombent amoureuses de personnes indisponibles, émotionnellement absentes, critiques, imprévisibles, non parce qu'elles veulent souffrir, mais parce que l'inconscient cherche ce qui lui est familier, même si cette familiarité fait mal. Jung appelait cela la compulsion à la répétition symbolique. C'est l'élan de retourner sur la scène du traumatisme initial, mais cette fois avec l'espoir secret que la fin soit différente, que cette fois l'amour arrive, que cette fois le regard se pose, que cette fois quelqu'un dise ce que le père n'a jamais dit, « Tu es suffisant ». C'est pourquoi tant de relations amoureuses deviennent des lieux de validation et non d'amour. La relation cesse d'être un espace d'échange pour devenir une scène d'approbation. La personne ne veut pas seulement être aimée,
Elle veut être reconnue. Elle souhaite, souvent sans en avoir conscience, que l'autre tienne la promesse brisée par le père. Mais ce désir s'accompagne d'exigences, d'insécurité, de peur, et avec le temps, cela étouffe, car personne ne peut porter le poids de guérir des blessures qu'il n'a pas causées. Et plus on attend de l'autre ce qu'on n'a pas reçu enfant, plus la frustration grandit, plus la douleur se répète, plus le lien s'use. Ce qui a commencé comme une quête d'amour devient un cycle d'auto-sabotage. Le manque devient exigence, la douleur devient contrôle, la peur devient éloignement, et l'amour qui aurait pu être un pont devient une éternelle épreuve de valeur qui ne semble jamais suffisante. Reconnaître ce schéma n'est pas une faute, c'est un signe de lucidité, car tant que vous aimerez avec votre blessure, vous continuerez à attendre que l'autre répare ce que vous seul pouvez reconstruire. Aimer en conscience, c'est comprendre. Je ne suis plus cet enfant, et ce que je n'ai pas reçu, je peux désormais apprendre à me l'offrir, à moi-même avant tout. Même lorsque vous comprenez qu'il y a une blessure, il peut être difficile de contrôler certaines réactions. Cela arrive parce qu'une partie de cette douleur ne vit pas au niveau rationnel. Elle habite l'inconscient, et dans l'inconscient, le temps ne passe pas. Carl Jung appelait complexe paternel ce noyau émotionnel inconscient qui se forme autour de l'image du père. Non pas du père réel, mais de l'expérience psychique qu'il a laissée en vous. Ce complexe fonctionne comme un champ magnétique émotionnel. Il s'active dans certaines situations et vous fait réagir comme si vous étiez encore un enfant, même si vous avez 30, 40 ou 60 ans. C'est ce moment où quelqu'un vous confronte et soudain, vous vous sentez petit, impuissant, honteux, sans raison évidente. Ou cet instant où une critique apparemment anodine déclenche une fureur disproportionnée. Ou, au contraire, un silence qui vous fige. Ces réactions ne viennent pas du présent. Ce sont des échos anciens, des circuits émotionnels enregistrés à une époque où vous ne pouviez pas vous défendre. Le complexe paternel prend le contrôle de l'adulte et le remplace par l'enfant. Celui qui attend encore la reconnaissance, qui craint encore le rejet, qui réagit encore avec douleur au moindre signe d'autorité ou d'indifférence. Et le problème, c'est que tant qu'il agit dans l'ombre, vous continuez à réagir au lieu de choisir. C'est comme être dans une pièce dont le scénario est déjà écrit, et vous ne vous rendez compte que vous êtes entré en scène qu'une fois la crise commencée. La remarque du chef, le ton du partenaire, une figure masculine plus dominante, tout peut devenir déclencheur. Et le pire, vous vous en voulez de ne pas pouvoir réagir autrement. Mais il ne s'agit pas d'un manque de contrôle, il s'agit d'un programme inconscient toujours actif. Commencez à remarquer ces réactions avec curiosité plutôt qu'avec jugement est une étape essentielle, parce que le complexe n'a pas besoin d'être détruit, il a besoin d'être éclairé. Et quand vous commencez à comprendre que vous réagissez à une douleur du passé, quelque chose en vous revient au présent. Vous commencez à retrouver le droit de choisir, mais l'impact de la blessure paternelle ne se limite pas aux réactions extérieures. Souvent, la plus grande violence se passe à l'intérieur, pas dans les mots du père réel, mais dans la voix qui a continué de résonner après lui. La critique qui venait de l'extérieur vit désormais en vous et parle sans cesse. Cette voix ne crie pas, elle murmure, elle dit que vous n'en avez pas fait assez, qu'il manque toujours quelque chose, qu'il vaut mieux ne pas essayer, parce que cela échouera, que vous ne méritez pas le repos, le plaisir, la reconnaissance. C'est un jugement constant, déguisé en sens des responsabilités, en perfectionnisme, en exigence de soi. Mais, au fond, ce n'est que de la peur, peur d'échouer,
peur de ne pas être digne, peur d'être rejeté. Encore une fois, Jung a décrit cela comme l'un des effets les plus cruels de l'ombre. Lorsqu'une figure importante, comme le père, blesse ou échoue, la psyché de l'enfant ne peut pas supporter l'idée que cette autorité ait eu tort. Alors, pour maintenir l'ordre émotionnel, elle retourne la faute contre elle-même. Si le père n'a pas aimé, le problème vient de moi. S'il ne m'a pas vu, peut être que je suis vraiment invisible. S'il n'a pas approuvé, alors je ne suis pas à la hauteur. Cette pensée répétée en silence pendant des années devient une croyance, et cette croyance devient une identité. La personne vit alors sous le poids d'un tribunal intérieur où elle est à la fois accusée, juge et bourreau, toujours en dette, toujours redevable d'une version meilleure d'elle-même. Et le plus pervers, c'est que cette voix intérieure n'est pas perçue comme étrangère. Elle se confond avec la conscience, elle semble faire partie de vous, mais en réalité, c'est un héritage psychique, un enregistrement ancien répété si longtemps qu'il a fini par s'intégrer. Guérir cette voix ne signifie pas la faire taire de force. Cela signifie la remplacer, peu à peu, par une présence plus authentique, une présence capable d'accueillir sans exiger la perfection, de guider sans punir, d'affirmer sans écraser. Cette présence ne vient pas de l'extérieur. Elle naît lorsque vous commencez à vous traiter avec le respect que vous n'avez jamais reçu, lorsque vous cessez d'être votre propre ennemi pour devenir l'adulte que vous auriez tant eu besoin de rencontrer. Cette voix critique qui s'installe et se répète n'est pas seulement un souvenir du père. Dans de nombreux cas, elle devient une figure intérieure autonome, avec ses propres caractéristiques et extrêmement influente. Jung a décrit cela en profondeur, en parlant de l'animus, l'image du masculin intérieur qui habite la psyché de toute femme. Mais cette dynamique se manifeste aussi chez les hommes, lorsque leur identité s'est construite à l'ombre d'un père blessant ou absent. Chez les femmes, l'animus blessé peut se transformer en tyran intérieur, un critique sévère qui exige perfection, force, compétence et rationalité. C'est comme si en elle vivait une autorité masculine interne qui n'autorise ni l'échec ni le repos. Souvent, cette figure se forme en reflet d'un père contrôlant, exigeant ou absent, ou encore d'une absence idéalisée. Et quand cela se produit, cette femme se coupe de son ressenti, de son intuition, de son abandon, de sa douceur, car elle a appris que, pour être valorisée, elle devait être dure, impeccable, invulnérable. Chez les hommes, la blessure paternelle atteint souvent le noyau de l'identité. Le père devrait être le premier miroir du masculin, une référence de force équilibrée, de présence, de courage émotionnel. Mais lorsque cette référence est absente ou déformée, le résultat est un homme divisé. À l'extérieur, il peut afficher de l'assurance. À l'intérieur, il porte un vide, une sensation constante d'inadéquation, une peur silencieuse d'être démasqué comme faible. Certains deviennent hyper compétitifs, obsédés par le contrôle, cherchant à prouver quelque chose en permanence. D'autres se retirent de la vie, évitent les conflits, s'annulent, comme s'ils attendaient encore l'autorisation d'exister pleinement. Dans les deux cas, le moi authentique est enfoui sous un masque façonné, non par le désir d'être, mais par le besoin de compenser. Jung nous montre que ces archétypes, comme l'animus, ne sont pas des problèmes en soi, ce sont des forces. Mais lorsqu'ils sont blessés, ils agissent contre la psyché. Guérir cette blessure, c'est commencer à transformer cette autorité intérieure en allié. C'est créer en soi une présence masculine qui protège au lieu de punir, qui affirme sans dominer, qui guide sans écraser. Que vous soyez homme ou femme, cette guérison réorganise la base de votre identité, et avec elle, le monde cesse d'être un champ de défense
pour devenir un espace où l'on peut habiter qui l'on est. Lorsque cette structure intérieure se construit à partir de l'absence, la vie devient une longue tentative de compenser ce qui a manqué. Sans s'en rendre compte, la personne entre dans une quête insatiable de reconnaissance. Pas la reconnaissance ordinaire, mais ce regard précis qu'elle n'a jamais reçu, le regard du Père. Cette quête traverse toutes les sphères de la vie, choix professionnels, relations, mode de vie. Tout peut être guidé sans qu'on s'en rende compte par le désir de prouver quelque chose, de montrer qu'on est capable, qu'on mérite le respect, qu'on a de la valeur. C'est comme si, quelque part dans l'esprit, une scène était toujours en place, avec quelqu'un assis au premier rang, prêt à évaluer votre performance. Mais ce quelqu'un, bien souvent, n'est même plus là. Ou peut, être n'a-t-il jamais vraiment été là. Et pourtant, son rôle reste actif dans la psyché. Jung disait que tant que le complexe n'est pas reconnu, il dirige la vie depuis les coulisses. Et le besoin d'être vu devient le moteur de toutes les actions, même les plus destructrices. C'est ainsi que se crée un cycle d'épuisement. La personne ne se repose jamais vraiment, car tout ce qu'elle fait, elle le fait comme pour réparer une histoire ancienne. Même les victoires perdent leur goût, car au fond, ce ne sont pas des conquêtes. Ce sont des tentatives de combler le vide laissé par un père intérieur qui n'a jamais dit « je suis fier de toi ». Et peut être que la partie la plus douloureuse est de comprendre que, peu importe ce que vous accomplissez, le passé ne change pas. Aucun succès ne réécrit l'enfance. Aucune reconnaissance extérieure ne remplace l'amour qui n'est pas venu. Et continuer à essayer, c'est rester attaché à un temps révolu, comme quelqu'un qui tente de récupérer ce qui n'a jamais existé tel qu'il en avait besoin. Mais il y a un tournant, un moment où vous pouvez vous arrêter et réaliser « je n'ai plus besoin de cette approbation parce que j'ai grandi, parce que maintenant c'est moi qui peux me regarder et valider ce que je suis ». Quand cette conscience naît, quelque chose change. Le monde cesse d'être un tribunal et devient un terreau fertile, un lieu d'expression, non de jugement, de présence, non d'épreuve. La guérison de la blessure paternelle commence par un geste simple, mais puissant, donner un nom à la douleur. Tant qu'elle n'est pas reconnue, elle continue à agir dans l'ombre, façonnant vos relations, votre estime de soi, vos choix, et peut-être jusqu'ici, avez-vous essayé de ne pas y toucher. Mais le déni ne guérit pas. Il ne fait que prolonger. Il faut dire avec honnêteté, ça a fait mal, ça a manqué, et cela m'affecte encore. Cette reconnaissance ouvre un espace pour quelque chose que beaucoup évitent. Ressentir la colère, l'abandon, le deuil de tout ce qui n'est jamais venu, pas comme un drame, mais comme une libération. Car ce qui ne se ressent pas se répète, mais la guérison ne s'arrête pas là. Après avoir nommé et ressenti, vient l'étape la plus importante, transformer. Et transformer, ce n'est pas attendre que le Père change, ni exiger des autres qu'ils comblent ce vide. C'est assumer le rôle d'adulte capable de prendre soin de soi. Jung disait qu'un jour nous devons devenir nos propres parents, et cela signifie construire en nous la présence qui a manqué, une présence ferme, aimante, qui guide sans punir. Elle naît lorsque vous commencez à vous traiter avec respect, lorsque vous dites non à ce qui vous blesse, lorsque vous cessez de vous abandonner. Ce Père intérieur apparaît dans les gestes les plus simples, dans la manière dont vous vous parlez, dans les limites que vous posez, dans le choix conscient de ne plus vivre en quête d'approbation. Et c'est précisément pour cela que ce que je vais vous proposer maintenant agit si profondément. Un exercice souvent recommandé par des psychologues, des thérapeutes et également en constellation familiale qui aident dans ce processus est d'écrire une lettre à votre père.
c'est le même exercice proposé pour guérir la blessure maternelle. Et vous allez faire le même processus, mais cette fois adressé à votre père. L'exercice est simple. Écrivez une lettre à votre père, mais ce n'est pas une jolie lettre, pleine de filtres ou de logique. Ce n'est pas une lettre à lui remettre. C'est une lettre pour vous libérer. Vous allez y écrire tout ce que vous n'avez jamais pu dire. La douleur, la colère, l'absence, la frustration, le manque, le chagrin, la confusion, le silence, ce que vous avez ressenti quand il ne vous a pas regardé, ce que vous auriez voulu entendre et que vous n'avez jamais entendu. Les fois où vous avez essayé de plaire, de vous adapter, de vous effacer, juste pour être vu. Vous n'avez pas besoin d'écrire de façon ordonnée, ni avec clarté. Écrivez comme cela vient. Si vous avez besoin d'insulter, insultez. Si vous devez pleurer, pleurez. Si vous bloquez, insistez. Cette lettre est un espace sûr pour vous écouter vraiment pour la première fois. Une fois terminée, lisez-la à voix haute. Si vous pouvez, regardez-vous dans les yeux dans un miroir pendant que vous la lisez. Laissez les mots vous traverser, pas pour raviver la douleur, mais pour libérer ce qui est resté bloqué. Et ensuite, remerciez pour ce qui a été possible, pour ce qui ne l'a pas été, mais vous a conduit jusqu'ici, et brûlez cette lettre, pour de vrai. Faites de ce moment un rituel. Par ce geste, vous dites « Je n'attends plus, je ne porte plus, je me libère ». Maintenant, oui, je veux vous dire de tout cœur, faites-le, mais faites-le vraiment. Je vous le dis par expérience personnelle, parce que moi aussi, j'ai eu mes blessures. Avec ma mère, ce furent des douleurs plus subtiles, difficiles même à identifier au début. Mais avec mon père, ce fut plus profond, une absence qui semblait invisible, mais qui me transperçait de l'intérieur. Et pendant longtemps, j'ai continué en essayant d'ignorer, de rationaliser, de fonctionner, jusqu'au jour où j'ai écrit ma lettre. Je ne savais pas ce qui allait sortir. J'ai commencé sans direction. Mais il a suffi d'écrire la première phrase, et tout est venu. Souvenir, mot jamais dit, scène que je croyais oubliée. Et avec cela sont venues des réponses, des connexions que je n'avais jamais faites. C'est là que j'ai compris pourquoi je me comportais ainsi dans mes relations, pourquoi j'étais si dur avec moi-même, pourquoi je n'arrivais pas à me reposer sans culpabilité. Et c'est exactement à ce moment-là que j'ai commencé à changer. La lettre est devenue un portail de douleur, mais aussi de liberté. Et c'est pour cela que j'insiste. Écrivez la vôtre. Et ensuite, si vous le souhaitez, revenez ici et racontez-moi dans les commentaires. Car peut être que ce que vous allez écrire sera l'élan dont quelqu'un d'autre a aussi besoin pour se guérir. Au-delà de la lettre, il existe d'autres pratiques qui peuvent vous aider dans ce processus de reconstruction intérieure. L'une d'elles est l'écriture thérapeutique tournée vers votre enfant intérieur. Imaginez-vous, avec votre âge actuel, face à vous-même enfant, qu'avait-il besoin d'entendre et qu'il n'a jamais entendu? Qu'auriez-vous aimé lui dire et que personne n'a eu le courage de lui dire? Écrivez tout cela. Ensuite, si vous le pouvez, lisez-le à voix haute. Cela aide à commencer à transformer la façon dont vous vous percevez intérieurement. Une autre pratique est l'exercice de la chaise vide. Asseyez-vous face à une chaise et imaginez que votre père s'y trouve. Parlez-lui. Dites-lui ce que vous avez toujours gardé. Si vous le souhaitez, répondez aussi comme si vous étiez lui, non pour créer un dialogue rationnel, mais pour laisser l'émotion sortir de votre corps. Il existe des techniques plus profondes, comme l'imaginaire actif proposé par Jung. Dans celle-ci,
Vous dialoguez avec des parties internes de votre psyché, l'enfant blessé, la figure du père, la voix critique qui vous poursuit. Ce type de rencontre peut ouvrir des chemins très authentiques en vous. Petit à petit, vous commencez à vous traiter avec plus de respect, à dire « stop » quand il le faut, et à reconnaître que prendre soin de soi est votre responsabilité et aussi un acte d'amour. Si vous souhaitez approfondir ce processus avec plus de clarté et de continuité, j'ai préparé un contenu spécial, un e-book avec 20 et un jour de pratique inspiré des enseignements de Carl Jung. Ce sont de petits pas, mais chacun d'eux peut vous ramener vers vous. Le lien est épinglé en haut du premier commentaire. Si cela vous parle, enregistrez-le et commencez dès aujourd'hui. Quand cette présence commence à s'ancrer en vous, quelque chose change silencieusement, mais de manière irréversible. Le monde qui ressemblait auparavant à un tribunal devient un espace de respiration. La vie qui semblait une suite de tests devient un chemin d'expression et, pour la première fois, vous sentez que vous pouvez simplement exister sans avoir à vous justifier en permanence. Guérir la blessure paternelle, c'est cela. Sortir de la guerre, cesser de vivre en mode défense, cesser de projeter sur l'autre la responsabilité de valider votre existence. Car, au fond, la blessure paternelle ne concernait pas seulement le père. Elle concernait la manière dont vous avez appris à vous voir à travers lui. Quand ce reflet change, tout le paysage intérieur se transforme. Vous réalisez que vous n'avez plus besoin de courir, que vous n'avez plus besoin d'être le plus fort, le plus juste, le plus productif. Vous n'essayez plus de gagner une médaille invisible, ni d'échapper à une réprobation qui ne vous appartenait pas. Pour la première fois, vous habitez qui vous êtes, sans le filtre de la douleur. Et cela apporte un type de liberté qui ne dépend pas des applaudissements, une paix qui ne se brise pas au moindre faux pas, une force qui n'a pas besoin de se durcir pour exister. C'est une force qui vient de l'intérieur, qui naît de la reconnexion avec votre essence après des années vécues dans l'ombre d'une absence. Jung appelait ce processus le retour au centre, un mouvement qui nous sort de la périphérie de l'ego blessé et nous reconnecte au soi, le noyau le plus profond et authentique de l'être. Il ne s'agit pas de devenir une personne idéale, il s'agit de cesser d'être quelqu'un que vous avez dû construire pour vous protéger et de commencer à être avec sincérité, avec imperfection, avec entièreté. Quand cela se produit, l'amour cesse d'être une quête et devient une expression. Vous n'aimez plus pour combler un vide. Vous aimez parce que quelque chose en vous déborde. Et ce débordement, c'est ce qui finalement vous réconcilie avec la vie. Parce que là où il y avait un manque, il y a désormais une présence, et là où il y avait la peur, commence à naître la confiance. Être avez-vous passé votre vie à essayer d'être vu, à vouloir bien faire, plaire, vous adapter, à tenter d'entrer dans un espace qui n'a jamais été fait pour vous. Mais maintenant, être que quelque chose commence à changer, parce que lorsque vous reconnaissez la blessure, sans culpabilité, sans déni, elle cesse de diriger dans l'ombre, et lorsque vous vous offrez le soin que vous avez toujours cherché dans le regard d'un autre, le cycle commence enfin à se briser. Ce qui autrefois était un effort constant pour obtenir l'approbation peut maintenant devenir un acte silencieux d'amour de soi, non pas comme une théorie, mais comme une pratique quotidienne, comme une présence réelle. Vous n'avez plus besoin de courir après l'amour qui a manqué. Vous pouvez vous arrêter, respirer et choisir à partir de maintenant comment vous voulez vous relier à vous-même, aux autres, à la vie. Il ne s'agit pas d'oublier ce qui a fait mal, mais de donner à la douleur une nouvelle place, une place où elle ne guide plus vos pas, où vous pouvez regarder en arrière avec respect et vers l'avant avec assurance. Si ce contenu a touché quelque chose en vous,
écrivez dans les commentaires. Je choisis de me libérer. Ainsi, je saurai que vous êtes resté avec moi jusqu'à la fin, et plus encore, je saurai que vous êtes prêt ou prête à faire ce pas avec conscience. Et si ce contenu vous a aidé et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pensez à cliquer sur le bouton « Merci » juste en dessous. Ce soutien financier, aussi petit soit-il, fait une énorme différence et nous aide à porter ce message de guérison encore plus loin vers d'autres personnes qui ont aussi besoin de se reconnaître et de se libérer. Merci d'avoir été là, d'avoir écouté avec le cœur ouvert et de faire partie de cet espace de transformation. On se retrouve dans la prochaine vidéo.